The Global Blackout, la coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 8. Le jour 7 au jour 16. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste illustratrice Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 7. Réveil au calme dans une ambiance familiale. Nous avons été réveillés par le chant des oiseaux. Apaisés, nous avons pris un petit déjeuner copieux. Pendant quelque temps, les œufs allaient faire partie de notre quotidien. Autant nous y habituer rapidement. À chaque réveil, j'avais pris l'habitude d'appuyer sur l'interrupteur qui se trouvait à mes côtés en espérant voir l'ampoule s'éclairer. Nous avons aidé ma mère à nourrir les poules. Avec mon frère, nous avons sorti une vieille carte routière qui séjournait dans un débarras depuis que le GPS existait. La carte avait plutôt bien résisté au temps puisqu'elle datait des années 90. Nous nous sommes tous réunis autour d'une table et nous avons établi un itinéraire et les différents lieux où nous pourrions nous reposer. Nous avons estimé qu'il faudrait plus de 3 jours pour nous rendre en métropole. Se posait aussi le problème de la logistique pour s'alimenter, boire et trouver des points de repli. Notre déplacement devait être de minimum 2 semaines. De plus, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait sur place. Lors de nos différents échanges, nous avons envisagé un départ sous 3 jours. Il s'était de nouveau mis à pleuvoir. Nous avons préparé un sac à dos de première nécessité, nous permettant d'évacuer rapidement. Il possédait au moins 3 jours de vivres pour nous 4. Nous avons étudié un plan de repli pour mon petit frère et ma mère dans le cas où une situation menaçante se présentait à eux. Nous avons défini différents endroits où nous pourrions nous retrouver. L'objectif, la stratégie est de laisser au moins un courrier, un message codé pour pouvoir nous rejoindre, nous retrouver. Dès le départ, si mon petit frère et ma cousine avaient procédé de la sorte, j'aurais su qu'ils s'étaient déjà dirigés chez ma mère. L'inconvénient est que nous étions uniquement en possession de 2 vélos. Cela réduit la rapidité de déplacement pour ma mère et mon petit frère. Il était prévu de nous déplacer vers la métropole en 2 roues, mon frère cadet et moi, et que le plus jeune reste aux côtés de ma mère. Comme premier échappatoire, nous avons déterminé une maison de chasseurs en pleine forêt. Cette maison se trouve à moins de 5 km de l'habitation familiale. Le second échappatoire se trouvait dans une ancienne ferme abandonnée à proximité d'un lac. Là, il fallait compter 15 km de distance. Ce sont bien évidemment des zones qui sont peu connues des gens et qui offrent une bonne visibilité sur l'environnement. Au moindre danger, ce sont des déplacements stratégiques permettant de fuir via plusieurs issues. La journée est passée très vite, mais elle fut importante. Elle nous a permis d'anticiper un futur qui n'allait pas s'arranger avant plusieurs mois. Jours 8, 9 et 10, notre préparation pour notre grand voyage vers la capitale. Pendant ces 3 jours, nous avons préparé notre itinéraire pour la métropole. L'objectif était d'optimiser nos déplacements, de prévoir des points de repli si nous étions attaqués. Nous devions même envisager la pire des situations, celle où mon frère et moi, nous pouvions nous retrouver séparés. Je ne voulais même pas m'imaginer seul au milieu de nulle part. J'appréhendais ce scénario. Un autre problème subsistait toujours. Nous n'avions aucun moyen de réparer nos vélos si l'un de nous de crever un pneu ou si une chaîne cassait. Nous n'avions pas d'autre solution que de faire avec les moyens du bord. Nous savions également que l'eau aurait pour principale utilité d'être bue et pas pour se laver. Nous devions l'économiser pendant notre déplacement. Il nous était possible de faire un aller avec la nourriture et l'eau, mais nous ne savions pas comment se passerait le retour. Nous étions conscients que nous prenions un risque. Les jours 11, 12, 13 et 14, le mauvais temps s'invite. Nous avons prévu de partir le jour 11, impossible. Trop de vent et de pluie. Nous avons profité de la situation pour remplir les cuves d'eau. Par contre, le fait de ne pas aller à la rencontre de ma cousine et de ses 2 enfants pour leur venir en aide provoqua chez nous une forme de frustration. Nous avons décidé de partir le jour 15, peu importe la météo. L'avantage de ces 4 jours de battement, peaufiner notre itinéraire. Nous savions que nous devions envisager de nous rendre au ministère de la Défense en espérant trouver un interlocuteur qui puisse nous écouter, nous croire, remonter l'information à sa hiérarchie. Notre découverte était peut-être déjà connue par les autorités. Nous espérions qu'elle ferait une corrélation entre ce grand cube et ce blackout. Si nous ne trouvions pas d'oreilles attentives auprès de l'armée, du gouvernement, nous envisageons d'aller à la rencontre de mon ami mathématicien
imminent chercheur qui réside plus au sud de la capitale. Il demeure dans un centre de recherche. Lui au moins, il nous écoutera. Bien évidemment, nous avons prévu avant tout de passer voir ma cousine pour nous assurer qu'elle était en sécurité. Pendant tout ce temps, j'ai lu tout livre qui pourrait nous aider à survivre dans un environnement hostile. Jour 15. Jour du départ pour la capitale. Enfin, la pluie s'est arrêtée. Par contre, la route et la végétation sont encore mouillées. Cette fraîcheur va nous permettre d'avancer plus rapidement. Nous avons serré mon petit frère et ma mère dans nos bras, nous les avons embrassés et nous avons promis de prendre soin l'un de l'autre. Nous étions plutôt chargés. Nous portions 2 sacs à dos chacun. Ils contenaient le minimum, mais devaient faire 10 kilos chacun. Ce déplacement allait être sportif. Nous avons dévalé la pente, puis gardé un bon rythme de croisière en direction de la métropole. Nous avions prévu de faire une halte dans une grande ville qui se trouve à 115 km de notre point de départ. Cette localité est entourée de vignes. Cet endroit serait l'idéal pour nous cacher si nous devions passer la nuit à la belle étoile. Plus nous avancions dans la journée, plus nous croisions des personnes sur la route, dans les 2 sens. Certains se dirigeaient comme nous vers une ville. D'autres, au contraire, fuyaient la ville pour la campagne. Beaucoup étaient à pied, d'autres à vélo, en caddie, avec des poussettes, des bagages. Nous avons même croisé des personnes à cheval. Je reviendrai sur les moyens de locomotion un peu plus tard dans mon récit. Nous avons pu lire dans le regard des piétons des signes de fatigue. Concrètement, une exode était en cours. Nous avons surtout croisé des êtres éteints, se dirigeant vers les campagnes, car beaucoup ont rapidement compris que rester en ville était source d'attaques et de morts. Plus il y avait d'humains réunis dans ce chaos, plus ils risquaient de faire face à des bandes armées et agressives. La situation la plus difficile qui nous faisait beaucoup de peine est de croiser des femmes rouler des poussettes ou porter leurs enfants à bout de bras. Comme la plupart, nous étions en incapacité de venir en aide auprès des personnes âgées, de ces femmes et enfants se trouvant en exode sur ces routes. Cela me faisait penser à ma cousine et à mes 2 petites cousines. J'espérais qu'elles avaient toutes les 3 trouvé refuge, sécurité et alimentation. Concentrés sur la route et notre destination, à un moment, nous avons été surpris. Des cyclistes nous ont doublés. On se serait cru au Tour de France et à un contre-la-montre. Nous avions ri de cette anecdote que nous pourrions raconter plus tard à notre entourage. Nous étions à moins de 10 km de la ville, quand j'ai entendu à plusieurs reprises « Tonton !» J'ai levé ma tête du guidon et par surprise, j'ai pu apercevoir mes petites cousines et ma cousine saine et sauve, assises sur le bas-côté de la route. Bien que fatiguées, elles paraissaient affamées et surtout assoiffées. J'ai dit à mon frère de stopper car il n'avait pas entendu les appels des petites. Je me demande encore comment elles avaient fait pour parcourir autant de chemin à pied. Nous avons sorti de la nourriture et de l'eau de notre sac. Les petites en demandaient toujours encore plus. Il nous était difficile de leur refuser, même si nous devions conserver de la nourriture pour la suite de notre périple. Maintenant, nous étions face à un dilemme, celui d'emmener nos nièces et notre sœur avec nous. Option très risquée, car nous ne savions pas quand nous rentrerions et ce qui pouvait nous arriver par la suite. L'autre solution la plus probable, leur abandonner nos vélos et les laisser entrer chez ma mère en espérant qu'elle ne se ferait pas agresser au retour. L'inconvénient est que tous nos plans allaient être faussés. Le temps prévu pour arriver jusqu'à la capitale n'allait plus être le même. De plus, d'après un livre lu, même si l'être humain est une des rares espèces à brûler le moins de calories en se déplaçant en marchant, nous possédions maintenant moins de provisions après ce partage de repas et d'eau sur le bord de la route. Nous avons fini par opter pour la deuxième solution. Elles sont reparties chez ma mère avec nos 2 vélos et nous avons continué notre chemin à pied. À cet instant, en nous retrouvant dépourvus de nos moyens de locomotion, nous avions l'impression de ne plus du tout avancer à la même vitesse. Avant qu'elles partent, nous avons pris le soin de régler les vélos à la bonne hauteur pour une des petites et pour ma cousine, et ensuite, nous les avons vues s'éloigner. Le mot d'ordre a été de pédaler et de ne jamais s'arrêter jusqu'à l'habitation de ma mère. Elle devait rouler, même de nuit. Jusqu'à présent, la chance nous avait souri. Nous étions maintenant proches, à proximité de cette ville productrice de champagne. Nous sommes passés devant une station essence
complètement dévastés par l'exode de toutes les personnes que nous avons pu croiser. Au loin, nous pouvions y apercevoir ce qui semblait être un homme allongé sur le sol. On pouvait y distinguer une mare de sang. Nous avons préféré ne pas voir plus en détail si cette personne était encore vivante ou pas. Nous préférions accélérer le pas. Nous voulions traverser la ville avant la tombée de la nuit afin d'éviter de se faire agresser. Notre premier objectif fut atteint non sans mal. Nous nous sommes arrêtés en plein milieu des vignes. Nous pensions faire une nuit tranquille à la belle étoile. Il s'est mis à faire orage en plein milieu de la nuit. Les éclairs ont ajouté un stress supplémentaire à notre situation. Peut-être que le cube aperçu à proximité du pénitencier avait tout simplement été un conducteur de la foudre pour électrocuter le prisonnier qui avait touché cette machine. Peut-être que nous faisions fausse route concernant ce caillou cubique qui, ça se prouve, n'était qu'une œuvre artistique plantée au milieu de la forêt. Le souci, c'est qu'il n'y avait pas eu d'orage lorsque nous étions sur place. Plus nous avancions, plus le doute s'installait sur ce dont nous avions été témoins. Nous étions trempés jusqu'aux os en plein milieu de la nature. Le seul choix que nous avons eu est d'avancer en espérant ne pas trop nous éloigner de notre route. Nous allions faire notre première, mais pas notre dernière nuit blanche. Jour 16. Le beau temps s'invite de nouveau. Au petit matin, nous avons pu nous arrêter sous un abribus. Il ne pleuvait plus. Nous avons retiré nos habits et changé nos sous-vêtements. Fort heureusement, mon cycliste sèche vite. Le plus désagréable est d'avoir les chaussures trempées. Enfin, le soleil était de retour. Étant donné qu'il y avait de nouveau du passage sur la route, il était préférable pour nous de nous éloigner de cette route principale. Nous nous sommes posés sur des cartons trouvés dans une benne prévue à cet effet. Ils ont fait office de matelas. Nous avons laissé sécher nos chaussures et vêtements au soleil. Nous étions tellement épuisés que quelqu'un aurait pu nous dépouiller de tous nos biens. Mon frère et moi, nous n'aurions rien remarqué. J'ai recouvert ma tête d'un vêtement et je me suis laissé emporter par le sommeil. Je pense que nous n'avons pas dormi plus de 2 heures, mais ce repos fut très réparateur. J'ai fini par me réveiller en sursaut et à palper autour de moi avant même d'avoir retiré ce que j'avais sur la tête. J'avais tellement peur qu'on nous vole nos affaires. J'avais accroché mes baskets à mes 2 sacs. Rien que le fait de se relever provoqua une sensation de fatigue musculaire au niveau des jambes. En effet, nous n'avions pas l'habitude de faire autant de kilomètres en si peu de temps, que cela soit à vélo ou même à pied. Je m'étais pesé sur la vieille balance de ma mère. J'avais perdu 2 kilos, ce qui était raisonnable. Je savais que mon poids n'allait pas augmenter, bien au contraire. J'ai aidé mon frère à se remettre debout. Nous avons mangé des dattes que ma mère nous avait mis dans un sac isotherme, et nous avons mis un pied devant l'autre. Nous étions certains que tout ce que nous avions prévu ne se passerait pas comme voulu, et que nous devions nous adapter à notre environnement, au risque de ne pas pouvoir rentrer au domicile et ainsi revoir nos proches. Toute la nuit, nous avons été soumis à la pluie, mais nous avons pris cette situation comme une opportunité pour remplir nos gourdes et bouteilles vides. Il ne faut jamais attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire régulièrement pour éviter de se déshydrater. C'est ce que nous avons fait pendant notre long déplacement. Lors de notre interminable marche, mon frère m'a fait remarquer quelque chose. La plupart des personnes que nous croisions se trouvaient avec leur téléphone portable à la main. Notre système mondialisé avait créé des accros du net et des réseaux sociaux. Certains passaient du virtuel au monde réel. Ce changement a dû avoir des effets néfastes sur la psychologie des personnes. Avant cette coupure, quand vous entriez dans un lieu accueillant du public tel qu'un restaurant, un wagon, une salle d'attente, la plupart étaient tête baissée en train de jouer à un jeu, d'être sur les réseaux sociaux à épier la vie des autres, envoyer des SMS ou tout simplement à regarder l'heure ou la météo du jour. Cela pouvait-il être assimilé à une forme de timidité ou bien à un nouveau genre de communication entre humains? Combien de fois j'ai reçu un mail de la part de mon collègue voisin de bureau alors que ce dernier pouvait communiquer en face à face avec moi. Maintenant, ce n'était plus le cas. Il fallait se fier à son ressenti, à la position du soleil, rien que pour avoir l'heure. Pour communiquer, les personnes ne se cachaient plus derrière leur mobile. Elles n'avaient plus d'autre choix que de communiquer directement entre elles, par la parole. On pouvait donc voir les personnes en exode appuyer sur les touches de leur GSM sans vie. Du jour au lendemain, quand les habitudes sont chamboulées, cela peut provoquer des réactions de crise,
voire de la dépression ou de la violence. La peur était palpable dans tous les regards. En 2 jours, nous avions réalisé la moitié du chemin. Ayant retrouvé notre cousine et les 2 petites, nous savions que nous pouvions directement nous rendre dans une gendarmerie, une caserne militaire, ou sinon au ministère de la Défense, pour leur faire part de notre improbable découverte dans ce bois à proximité de la prison. Nous avons donc marché en direction de la capitale. Nous avions donc cette impression de ne jamais voir le bout. Nous devions être les seuls à vouloir nous diriger vers la métropole. Nous avons croisé un nombre impressionnant de personnes quittant les villes. Certaines brandissaient des photos ou nous demandaient si nous avions aperçu un membre de leur famille ou une personne qui leur était proche. On pouvait lire l'anéantissement dans le regard des gens, mais aussi dans leur démarche. Nous avons été spectateurs de situations dignes de films. On a croisé des personnes tenant au bout d'une corde un mouton ou une vache, sans doute leur futur repas. En conséquence, nous avons été abordés par des individus qui nous demandaient de l'eau ou de la nourriture. Difficile de répondre par la négative à des citoyens dans le besoin. Cela était d'autant plus difficile quand c'étaient des personnes accompagnées de nourrissons ou de personnes âgées. Nous avons vu des personnes assises le long des chemins ou sur les trottoirs. Nous avons compris que certaines ne s'en sortiraient pas, qui n'iraient pas jusqu'à leur destination finale, à moins que, par miracle, le courant soit rétabli et que les secours s'organisent. Ces humains en détresse, le long de cet interminable chemin, m'ont fait penser à notre cousine et à ses 2 enfants que nous avons eu la chance de retrouver. J'espérais que d'autres auraient cette aubaine de pouvoir retrouver leurs proches. Nous étions en quelque sorte investis d'une mission, celle de venir indirectement en aide à tout ou partie de la population. Nous étions partis du principe que ce cube découvert est à l'origine de cette coupure électrique totale. Cette forme cubique donnait l'impression de capter l'électricité, l'énergie. Et si nous avions tort? Et si cette coupure était liée à un autre événement? Si seulement nous avions au moins pu prendre une photo de notre découverte? Existe-t-il d'autres clés USB géantes réparties sur tout le territoire, ou pire, sur tout le globe? Ces questions revenaient continuellement dans ma tête. Nous devions au moins faire part de notre découverte aux individus concernés, des politiques, des scientifiques, l'armée, pour que le nécessaire soit fait. Nous espérions être écoutés et surtout pris au sérieux. Sur notre route, aucune base militaire en vue. Les polices et les gendarmeries étaient portes closes ou saccagées, mais aucune présence physique. C'est la fin de cette vidéo numéro 8. Et vous, auriez-vous pris le risque de rechercher votre famille? Auriez-vous pris le risque de vous diriger vers la capitale afin de prévenir le gouvernement ou des scientifiques de la découverte de ce cube? La prochaine vidéo ira du jour 18, nos difficultés à nous adapter à la marche, jusqu'au jour 22, réveil dans une cité. Je profite de la fin de cette vidéo pour remercier nos amis français, mais aussi canadiens et belges de nous écouter. L'engouement est de plus en plus important. Un clin d'œil à Lara qui se reconnaîtra. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.